Musica. Mimé. Tadashi. Mais où sont-ils tous passés? Capitaine? À toi, mon ami, qui voyage avec nous sur cette mer d'étoiles, à bord de l'Arcadia, notre vaisseau pirate. Tu serais triste de voir ce que la Terre est devenue. Une planète moribonde où l'homme a cessé de rêver en levant les yeux vers le ciel. Je suis le capitaine Albator, et avec mon équipage, nous avons été déclarés hors la loi de l'espace et bannis de notre planète. Et pourtant, nous sommes les seuls à pouvoir empêcher l'invasion de la Terre par les mystérieuses sylvidres, des extraterrestres végétales venus du néant pour coloniser notre planète. Mais dans les profondeurs de l'Arctique, un danger encore plus grand sommeille depuis des millions d'années. Et il est sur le point de se réveiller. Alors je suis de 1975, donc la génération Albator comme on dit. J'ai découvert les premiers dessins animés qui sont arrivés en France et en Belgique je suppose aussi. C'était Goldorak, c'était Capitaine Flamme, c'était Ulysse 31, c'était un peu mon trio magique de science-fiction. Un petit peu moins Albator parce que j'étais un tout petit peu trop jeune et je l'ai pas vu passer. Et puis c'est ça qui m'a donné envie de dessiner, parce que j'essayais entre chaque mercredi où c'était diffusé, je dessinais justement d'un mercredi à l'autre. Je faisais vivre mes personnages au travers de petites bandes dessinées que je faisais. Mais je n'imaginais pas du tout à ce moment-là que j'allais pouvoir en faire un jour un métier, ce qui a été le cas quelques années plus tard. Dans le début des années 2000, j'ai été repéré par une maison d'édition de DVD qui justement cherchait des illustrations et des illustrateurs pour faire les couvertures de DVD. Et c'est comme ça que je suis rentré dans le métier, en faisant des illustrations pour plein de séries qui m'avaient passionné quand j'étais enfant. J'ai eu la chance de dessiner un petit peu le personnage d'Albator pour des prototypes de figurines au début des années 2000 aussi. Et le projet de Mémoire de l'Arcadia en bande dessinée, ça date plutôt de 2014-2015 où les premiers dessins officiels ont été faits pour présenter le dossier à Leiji Matsumoto. Le point de départ du projet, c'est vraiment le match entre ma passion pour les dessins animés des années 80 et le format BD que j'avais un petit peu tenté au début des années 2010. J'avais fait une bande dessinée qui s'appelait Surnaturel aux éditions Delcourt avec mon ami et auteur Arnaud Delaine. C'est une expérience qui était très très intéressante et enrichissante d'un point de vue purement artistique. Un format qui m'a vraiment plu à faire. Et du coup, voilà, c'est je pense la passion des deux qui a fait que ça s'est matché pour un projet d'adaptation en bande dessinée de séries télé qui m'avait passionné quand j'étais enfant. Et puis le fait d'être de cette génération-là, je me dis que voilà, il y a une vraie nostalgie qui est véhiculée par ces séries-là. L'âge d'or du dessin animé japonais, comme on en parle souvent, c'était en effet ces années 80. C'est ça qui m'a donné envie de proposer ce projet. Donc on y est allé au culot. Ça s'est passé extrêmement rapidement en fait. J'avais discuté avec Kana sur une autre licence. Et puis ça s'est pas fait pour plein de raisons. Et la responsable de Kana m'avait dit est-ce que par hasard tu as un autre projet qui correspond un petit peu à ce genre d'idée? Je dis oui, j'ai développé un petit projet autour du Capitaine Albator que j'aime beaucoup. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, évidemment, on est l'éditeur d'Albator, etc. Et ça tombe bien, je rencontre Leiji Matsumoto dans quelques jours. Est-ce que tu veux qu'on lui présente? Alors j'ai bien réfléchi un quart de seconde avant de te dire oui. Et puis évidemment, ils sont allés présenter ça au Japon. Leiji Matsumoto a beaucoup apprécié le dossier de présentation, même s'il n'était pas du tout finalisé, même si Mémoire de l'Arcadia ne s'appelait pas encore Mémoire de l'Arcadia, mais Journal de bord du Capitaine Albator. Il y avait beaucoup de choses qui ont été changées depuis, mais le premier contact a été très positif. Ma première rencontre avec Matsumoto, ça s'est fait à la Japan Expo 2019, parce que c'était là qu'était mis en avant le tome 1. Il sortait en fait quelques jours avant la Japan Expo. Et hasard de calendrier, bonne étoile qui nous suivait, Leiji Matsumoto était un des invités d'honneur du festival parisien de la Japan Expo. On en a profité pour faire un énorme stand chez Kana
à l'effigie du capitaine Albator. J'y dédicaçais évidemment le tome 1 qui était sorti, et c'est là que s'est faite la première rencontre avec l'auteur japonais. Bien sûr, on collaborait depuis le début du projet, depuis 2014. C'était évidemment des allers-retours par mail et par éditeur interposé aussi pour valider chacune des étapes de la bande dessinée. C'est pas juste une validation, mais c'est une vraie collaboration entre le Japon et nous. Mais la vraie rencontre physique s'est faite à cette occasion-là. C'était génial parce que d'abord, j'ai récupéré pendant quelques minutes ma casquette de fanboy et puis j'ai été en face de lui, qui est pour moi un monstre sacré du manga. Et le fait d'avoir comme ça, d'avoir la possibilité d'échanger autour du projet, il a été un merveilleux ambassadeur aussi de ce projet-là. Beaucoup de questions lui ont été posées du fait de l'actualité de Mémoire de l'Arcadia. On lui a demandé comment s'était passé aussi de son côté la collaboration avec nous. Et comme je te dis, il a été un très très bon ambassadeur de ça et il a montré que ce projet était vraiment issu d'une passion commune qu'on a pour son personnage. C'est pas juste récupérer une licence qui marche bien ou qui est bankable ou qui parle à la nostalgie des gens, mais c'est un vrai amour qu'il y a à la base, c'est une vraie passion que moi j'ai vécu pendant 25 ans avec le capitaine Albator et puis quand Mémoire de l'Arcadia sera terminé, je continuerai à dessiner du Albator jusqu'à la fin de ma vie. Donc c'est une vraie passion qui nous animait. Je pense que là il a été très très sensible à voir que c'était ça qui nous animait le plus. C'est un artiste extraordinaire qui a une histoire absolument géniale et au-delà de l'artiste, c'est un homme d'une grande générosité, d'une grande humilité et qui a su ouvrir les portes de son personnage et de son univers à des gens qui sont parfois ses collaborateurs, mais aussi parfois d'autres pays comme la France. Donc je lui dois beaucoup et je remercierai jamais assez d'avoir fait ça. L'équilibre écologique de la Terre est dangereusement menacé. La terrible Eina se prépare à plonger l'humanité dans un abysse de ténèbres. Albator, si jamais ton âme devait être plongée dans les ténèbres abyssales, n'oublie pas la promesse que tu as faite à ton meilleur ami. Rassure-toi, je ne l'oublierai jamais. Je me suis mis des exigences vraiment très très importantes. Derrière ça, il y avait aussi des contraintes du Japon, évidemment. La contrainte principale, c'était la fidélité à l'œuvre originale, le fait de rester dans la lignée de ce qu'il avait créé, de ne pas dénaturer les personnages, ça c'était un premier point. Et le deuxième point qui était très très important, c'était de travailler sur la bonne fidélité aussi du relationnel des personnages. C'est-à-dire que s'il y avait une amitié dans son œuvre à lui, il ne fallait pas que ça se transforme en histoire d'amour ou autre chose, etc. Donc travailler justement sur la relation entre Albator et Toshiro, entre Mime et Albator, entre la petite Steli, Mayu en japonais et son parrain Albator, tout ça c'était des choses que j'avais envie de traiter et en plus que j'avais envie de traiter dans la lignée de ce que Leiji Matsumoto avait pu faire. Donc ça c'était des contraintes et après dans ses retours, souvent il me disait ce qu'il aimait, ce qu'il avait envie de voir, etc. Et beaucoup de mails d'encouragement et de soutien. Et ça n'a pas l'air de grand-chose, mais quand tu reçois comme ça des messages de celui qui est l'auteur original de l'œuvre sur laquelle tu es en train de travailler, qui sont des messages d'encouragement, ça donne vraiment beaucoup plus de force pour donner le maximum derrière. La technique qui est utilisée pour Mémoire de l'Arcadia, elle est assez particulière quand j'en parle avec d'autres dessinateurs de BD. Ils ouvrent des grands yeux en disant mais c'est pas possible de travailler comme ça. Je travaille plus un peu comme un dessin animé que comme une bande dessinée. J'ai pas de planche originale par exemple. C'est plutôt des cases originales en fait. Chaque dessin est fait indépendamment les uns des autres. Parfois même le décor est fait indépendamment des personnages eux-mêmes. Et après je traite chaque personnage à part, chaque décor à part, les effets spéciaux à part aussi. Je fais un peu de compositing en fait comme un dessin animé. C'est une technique qui est parfois, on dit souvent qu'elle est un peu chronophage parce que je colorise et je dessine des choses qui parfois ne sont pas vues parce qu'au moment de l'écrasement de l'image finale, des choses qui sont cachées par les personnages, etc. Mais moi, c'est ma façon de travailler qui me permet d'avoir le plus de liberté aussi pour corriger peut-être des petites choses que je voudrais corriger par rapport au storyboard. Et puis, voilà, ça me permet une plus grande liberté, ça me permet de grossir ou de diminuer certaines images que je me rends compte qui méritent d'être vues en plus grand ou au contraire
qui méritent moins et qui sont mises en plus petit. Ça me permet de bouger aussi plus facilement les bulles de ma page. Voilà, c'est comme ça que je travaille. C'est assez. J'ai vu personne qui travaillait comme ça jusqu'à maintenant. Après, je ne connais pas non plus des cents et des mille d'auteurs, mais c'est vrai que c'est assez particulier. C'est plus proche du dessin animé que de la BD pure. Le premier album, c'était une mise en situation des personnages, un petit rappel aussi pour les gens, parce que c'est sûr que les fans connaissent très très bien les personnages, mais forcément ceux qui n'ont pas vu Albator depuis un certain temps, ce qu'on appelle le grand public, avaient besoin quand même de remettre les choses dans leur contexte, donc ça servait principalement à ça, et puis lancer la partie inédite. Le deuxième album était se passait beaucoup plus dans la tête des personnages. J'avais envie de travailler sur justement la faiblesse, la fragilité de chacun des personnages, Albator compris. Le troisième, c'est l'ensemble des questions qui ont été posées dans les précédents qui vont trouver une réponse. Et puis, c'est un peu ce qu'on appelle le climax. Donc, je ne peux pas trop en dire parce que sinon, je vais spoiler. Mais en effet, toutes les réponses aux questions principales qui ont été ouvertes, à savoir qui est Alika, à savoir qui sont les 3 sylvidres mutantes qui sont sur la Terre, etc. Et puis, jusqu'au raccordement avec la série, évidemment, vont être totalement le cœur de cet album-là. L'une des difficultés, justement, c'était de pouvoir raconter une histoire qui se suffisait à elle-même, mais qui, lorsqu'elle est terminée, puisse raccrocher les wagons avec la série télé. On me demande beaucoup pourquoi Albator est encore aussi aimé aujourd'hui. Moi, je trouve que pour répondre à cette question-là, il faut regarder quels sont les thèmes qui sont traités dans Albator. Dans la série de 78, ce qui était vraiment intéressant, c'est que c'était un personnage qui était un paria, quoi, banni de la planète par les humains. D'habitude, on est souvent la veuve et l'orphelin dans les séries des années 80 que le héros vient protéger. Ben là, il nous protège, mais on n'a pas la relation comme ça très admirative du personnage. Au contraire, c'est un pirate qui est éloigné. Ça, c'était un premier thème qui était intéressant, qui faisait que la série était un petit peu différente des autres. Un autre thème que je voyais peut-être pas quand j'étais enfant, mais que j'ai compris avec le recul, c'est les thèmes intéressants que Leiji Matsumoto traitait dans son histoire, à savoir tout ce qui était robotique, tout ce qui était immortalité aussi. Alors ça, c'est peut-être davantage présent encore dans Galaxy Express, mais surtout toute l'écologie. Clairement, quand on regarde la distribution des personnages, avec ces ennemis qui viennent du néant, que sont les sylvidres, ces sylvidres, elles ont déjà vécu sur Terre bien avant l'humain, et elles vivent en symbiose avec la nature. Et quand Albator se balade dans une forêt et que tu vois des sylvidres qui sortent des arbres pour l'attaquer, tu vois facilement une allégorie de la nature qui cherche à reprendre possession de la planète là où l'humain a fait n'importe quoi dessus. Donc c'est un thème qui a toujours été présent dans l'œuvre de Matsumoto et c'était absolument impossible à imaginer que de faire quelque chose aujourd'hui sans tenir compte de ce thème-là, qui plus est parfaitement d'actualité. En termes de construction de l'album, je propose déjà un format qui n'est pas habituel pour les fans du Capitaine Albator qui ont connu par le dessin animé ou qui ont lu après les mangas de Leiji Matsumoto. C'est un format franco-belge, donc en couleur, 46 planches, qui ne se construit pas du tout comme un manga. Et ça, c'était d'ailleurs un des trucs sur lesquels on avait vachement insisté avec Akita Shoten, qui est l'éditeur japonais, parce qu'au départ, il nous disait vous pourriez peut-être faire un manga, ce sera plus facile pour nous de le sortir au Japon. Et on tenait vraiment à ce que, dans notre projet, on y sente bien sûr le respect à l'œuvre originale, mais aussi l'introduction de tout ce qui a fait l'histoire, non pas du Capitaine Harlock au Japon, mais du Capitaine Albator en France ou en Belgique. Le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est lorsque les gens qui ont connu ça prennent l'album et disent « Ah, j'ai retrouvé mon Albator et mon enfance ». Parce que c'est vraiment l'idée que je m'étais faite au départ du projet, c'est pouvoir faire revivre quelques instants, le temps d'une lecture, le personnage qui avait accompagné leur jeunesse. Écoutez, madame, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je ne sais pas où sont Albator et les autres. Avant qu'on en finisse, puis-je vous suggérer de nous rejoindre sur les réseaux sociaux ? Mais vous avez peut-être pas de wifi ici. Mais qu'est-ce que vous faites ? Ah non, pas ça, ça va exploser.